Bonjour à tout le monde. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va essayer de conclure hein, notre cours sur l'économie internationale. Donc, il nous restait une conclusion générale. Donc, on va essayer de discuter de l'avenir des relations économiques internationales, sachant que celle-ci est en train de connaître vraiment un tournant de son histoire. On va essayer d'expliquer pourquoi. Alors, selon vous, quels sont les faits saillants, les caractéristiques fondamentales de l'économie internationale à notre époque, c'est-à-dire ces dernières années, ces 3, 4 dernières années, quels sont les événements qui ont marqué les relations économiques internationales et qui risquent d'avoir de l'influence dans les années à venir? Monsieur, Oui, allez-y. il y avait un conflit entre la Corée du Nord et les États-Unis qui Oui, heureusement s'est achevé par un accord oui, par rapport aux armes nucléaires. oui, Il y avait une certaine compétition acharnée entre la Chine et encore les États-Unis, c'est-à-dire le triade, comme on dit, du commerce international. oui, Entre autres, on avait constaté que soit les institutions économiques étaient plus ou moins défaillantes. Donc, cela, très bien. cela pourrait nous mener à une défaillance à l'échelle internationale, voire une troisième guerre mondiale, Oui, si cela ne se, ne s'améliore je dirais, pas. on ne s'améliorera pas et on n'a pas pris une décision adéquate et lucide par rapport à tout cela. Oui, Et euh, je pense que ce sont les informations que j'ai eues maintenant. oui. Mais bien sûr, que je partagerai ultérieurement si j'ai une autre information par rapport à ça. Très bien, ça nous convient, ça nous convient déjà. Peut-être l'affaire entre les États-Unis et la Corée du Nord relève beaucoup plus ce qu'on appelle les relations internationales dans le sens strictement politique. Ça, c'est un événement majeur, mais qui impacte beaucoup plus les relations entre États, les relations politiques. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'économie internationale dans le sens relations économiques internationales. Mais ce que vous avez cité par rapport à la rivalité, à la confrontation commerciale entre les Européens, les Chinois et les Américains, ça constitue vraiment un élément cardinal de l'économie internationale de notre époque. Autre intervention? Et monsieur, il y avait même un problème par rapport au fait je dirais pas censurer, mais le fait de marginaliser la marque Huawei, si je me rappelle très très bien, Oui, parce qu'ils ont dit qu'ils vont créer la 5G et cette 5G c'est une technologie qui est très développée pour qu'on puisse je dirais, euh, avoir des informations ou s'octroyer des informations oui. des États autres que la Chine et Oh, autres. Donc, de on avait l'espionnage. même, oui, tout à fait, c'est ça le Oui, mot. oui, De c'est ça. l'espionnage, ça a créé une polémique par rapport au fait qu'il n'y avait pas de sécurité Bien et il n'y sûr. avait pas de confiance non plus. Donc, Très s'il n'y bien. a pas de confiance entre les États, je pense, je pense qu'il n'y aura même pas de relations économiques ultérieurement. Très bien. Donc voilà, ça c'est vraiment un des points de désaccord qui ont soulevé justement le désaccord profond entre la Chine et les États-Unis. On va en discuter là tout de suite. D'autres interventions? Oui. Sinon, donc voilà. Donc, Monsieur, oui, allez-y. monsieur, Oui, allez-y. est-ce que vous pouvez répéter juste la question, monsieur? Très bien. J'ai dit J'ai quels sont pas, les. non, j'ai mal entendu la question. Alors, est-ce C'est qu'on pas va grave, c'est parler pas grave. De toute de, façon, oui, oui, est-ce c'est pas que, grave, c'est hein? pas grave. Je le ferai volontiers, donc il n'y a pas à se justifier. Donc je disais, quels sont, à votre avis, les événements marquants de l'histoire de l'économie internationale à notre époque? Quels sont vraiment les événements qui sont en train de peser sur les relations économiques internationales et qui risquent d'avoir de l'influence dans les années à venir? C'était ça la question. D'accord, monsieur. Donc, Monsieur, on peut donner l'exemple du tube de gaz
qui va passer par le Maroc. Oui. Mais Aussi, si on donc, a mais vu que... oui, oui, oui. Oui, Donc, vous oui, avez oui, raison, mais ça, oui. c'est vraiment un événement qui a de l'influence à l'échelle régionale, hein. C'est entre l'Afrique, l'Europe, etc. Mais c'est vraiment pas un événement majeur sur les relations économiques internationales. Mais ça reste un événement qui aura de l'impact sur ce qu'on appelle les relations régionales entre les pays de l'Afrique, le Nigeria, le Maroc et les importateurs du gaz. Donc, il y a Marois qui dit le Brexit aussi, c'est vraiment un événement majeur. Mais le Brexit, c'est aussi, donc c'est une décision politique, hein, qui aura des conséquences économiques importantes. Aussi, donc le Brexit, c'est aussi vraiment un événement majeur et important Monsieur, dans les relations économiques internationales. Oui, monsieur, il y a déjà une conséquence, je dirais, très néfaste, je dirais, incommensurables par rapport à l'Union européenne dans l'optique, dans le secteur maritime. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que l'Union européenne pêche plus ou moins 70% de ses poissons dans les côtes de la Manche. de l'Angleterre. De la Manche, oh oui. Et entre autres, par contre, les Anglais ils pêchaient que 30%. Donc il y avait un retour de situation par rapport à cela qui va Ouais. mener plus ou moins à une crise au niveau des poissons et au niveau de ce secteur maritime-là. Bon, de toute façon, il reste les C'est une autres. analyse qui a été déjà faite. Oui, ça c'est vraiment peut-être un des éléments, mais ils trouveront des accords parce que là, il y a quelques jours, ils ont signé entre la Commission européenne, la Commission de Bruxelles et le Premier ministre britannique, hein, ils ont vraiment signé vraiment un accord de sortie de Brexit. Ben, ils se sont plus ou moins arrivés à un compromis, hein, sur les conséquences de la sortie de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ils trouveront des terrains d'entente, hein, sûrement. Monsieur, le crash boursier de mars 2020, Il n'y avait pas qui de est à crash cause boursier en de la 2020. Covid-19. Il n'y avait pas de crash boursier en 2020. Mars 2020, cette année, l'année courante, enfin l'année passée, enfin on est déjà en 2021. Donc il n'y avait pas de crash boursier en Si, 2020. monsieur, Monsieur, les prix du pétrole, c'est à cause de la Covid qu'il a diminué. Ben, ils se sont effondrés les cours du pétrole, mais ce n'est pas un crash boursier, c'est pas ça un crash boursier. D'accord. Mais monsieur, et si on parle des effets de la Covid, des mesures barrières sur les économies? Oui, aussi. Donc, la COVID-19, la crise sanitaire dans sa généralité, vraiment a marqué aussi une rupture, un tournant. C'est pour la première fois, on n'est pas dans une guerre mondiale et pourtant l'économie internationale est totalement immobilisée. Donc, les frontières sont fermées, il n'y a plus de flux de touristes, plus de flux de marchandises. Mais en fait, ça, c'est vraiment, on croit que c'est un événement conjoncturel. Donc, une fois la crise sera terminée, c'est-à-dire qu'on va retrouver une normale. Donc voilà, donc on va essayer justement tout ce que vous avez dit. Pas vraiment, ce sont des événements qui ont marqué les relations économiques internationales qui risquent d'avoir des conséquences sur les années à venir, mais il y a ce qu'on appelle des tendances structurelles, des tendances lourdes qui marquent là l'économie mondiale, hein. Donc la première de ces remarques, à mon avis, c'est le début du déclin de la superpuissance américaine en matière économique. Donc, l'après-Seconde Guerre mondiale, hein, donc déjà, il y a des gens qui sont... Donc, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ben, les relations économiques internationales ont été dominées par les États-Unis, une puissance incontestée et incontestable depuis, hein, c'est-à-dire les rivaux se sont meurtris par la Seconde Guerre mondiale et par ses conséquences lourdes, que ce soit économiques, que ce soit humaines. Et donc, les États-Unis, depuis 1944, depuis 1945, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avaient vraiment un boulevard d'avance par rapport à l'humanité, aux autres États. Et du coup, les États-Unis ont dominé les relations économiques internationales. Mais l'événement majeur et le tournant, c'est que ces dernières années, on est en train de assister au début de déclin
de la régression de la puissance américaine et on va essayer d'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que si en fait les États-Unis étaient vraiment le pays qui domine la puissance hégémonique en matière économique, ben, cette suprématie, cette hégémonie n'est plus en fait incontestée. Donc, on va essayer d'expliquer comme je viens de dire pourquoi. Donc, si je vois par exemple le taux de croissance de l'économie américaine sur les dernières années, une tendance plus ou moins longue, c'est-à-dire j'ai pris la période d'à partir de 2001, après les événements de 2001, le 11 septembre. Donc, le taux de croissance annuel moyen sur cette période 2002-2019, il est uniquement de 2%. C'est très peu pour un pays qui est la première puissance économique mondiale d'enregistrer un taux si bas, un taux de croissance si bas sur une période relativement longue. C'est vrai, il y a les effets des événements de 2001, donc il y a aussi les méfaits de la crise économique de 2008, il y a aussi la crise sanitaire, etc. Mais en fait, les États-Unis, les moteurs de la croissance sont en panne. Hein. Donc, premier constat. Deuxième, autre indicateur alarmant s'agissant des contre-performances de l'économie américaine, c'est que la balance commerciale et la balance des paiements sont déficitaires depuis 1974. Donc, ça fait à peu près plus de 40 ans que les États-Unis, sa balance commerciale est déficitaire. C'est-à-dire que les États-Unis, première puissance économique, achètent de l'étranger plus ce qu'ils en vendent. Donc, c'est problématique. Donc, c'est-à-dire que c'est une contre-performance en matière du commerce extérieur conjuguée par un déficit aussi de la balance des paiements. Donc, troisième autre indicateur alarmant vis-à-vis de la santé de l'économie américaine, le niveau de la dette publique. Ben, il a atteint cette année le seuil fatidique de 100%. Donc, en 2020, les États-Unis, la dette publique pèse 100% de son PIB et le déficit a atteint 5%. Donc, c'est énorme pour un pays qui est première puissance économique. Donc, finalement, les États-Unis, la croissance n'est pas au rendez-vous, n'est pas satisfaisante. Le commerce extérieur n'est plus conquérant. Hein, donc, les États-Unis affichent un déficit chronique depuis quelques décennies. Donc, les États-Unis aussi accusent ce qu'on appelle les déficits jumeaux, c'est-à-dire balance de paiement déficitaire et un niveau de dette élevé et un déficit budgétaire. Donc, tout ça, ce ne sont pas les résultats d'une économie qui soit performante. Hein? Donc, et ça témoigne, c'est que les États-Unis, qui étaient jadis la première puissance avec des performances économiques remarquables, n'est plus capable de réaliser ces performances économiques. C'est clair pour tout le monde? C'est bon? Oui, monsieur. OK. Donc là, Oui, monsieur. ce début de déclin, si j'ose dire, hein, de l'économie américaine, était prévisible pour certains économistes, donc depuis les années 1960, depuis le moment où l'économie américaine était à son apogée, c'est-à-dire les années 60-70, vraiment les États-Unis étaient les maîtres du monde, hein, c'était la première puissance incontestée de l'époque, mais même depuis cette période, ben, certains économistes ont prévu hein, le déclin et les sources de régression de l'économie américaine, dont un économiste belge qui s'appelle Triffin, ben, il disait qu'en conséquence des accords de Bretton Woods, les États-Unis a voulu que sa monnaie nationale, le dollar, soit la monnaie de référence internationale, et c'était un piège. Pourquoi c'était un piège pour lui? Parce que les États-Unis devraient fournir suffisamment de moyens de paiement au reste des agents économiques internationaux, et par conséquent, il a condamné la Banque fédérale américaine à imprimer du dollar. Donc, c'est bien lorsque l'économie est performante, mais dès lors que l'économie cesse d'être performante, ça devient problématique. Pourquoi? Parce que l'émission, c'est de l'inflation et chemin faisant, c'est-à-dire ce processus continu, ben, les agents économiques commenceront à perdre progressivement confiance en la monnaie américaine, le dollar, et par la suite en toute l'économie américaine. C'est le scénario qui est en train vraiment de se passer depuis ces dernières années. On a vu qu'en conséquence des accords de Bretton Woods, le dollar était érigé comme la monnaie de référence internationale. On croyait que c'était
un bien, un avantage pour l'économie américaine, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était un piège, hein, qui fait que les États-Unis et sa monnaie et son économie avec vont commencer à perdre progressivement confiance. Et du coup, en fait, c'est aussi une source de la faiblesse de l'économie américaine dans les années à venir. Ce qu'on appelle le paradoxe ou le dilemme de Triffin. C'est clair? Il y a des questions? On avance. Il y a ça, c'est-à-dire que les indicateurs économiques ne sont pas bons, mais il y a l'autre danger et l'autre élément le plus inquiétant pour l'économie américaine, c'est qu'elle n'est plus seule maître du monde, hein. La Chine est en train de se réveiller et la Chine est en train vraiment de menacer sérieusement l'hégémonie américaine. Et chiffre à l'appui, hein, donc si le PIB chinois comparé au PIB américain en 2000 c'est pas, il n'y a même pas 20 ans, ou à peu près 20 ans, donc le PIB chinois pèse l'équivalent de 10% du PIB américain. C'est rien du tout, 10%. Là, ce rapport est devenu de 60% en 2015, c'est-à-dire 15 ans après, ce rapport est passé de 10 à 60%. Pour l'année 2018, ce rapport est de 65%. Donc, on pourrait dire que finalement, jusqu'à aujourd'hui, le PIB chinois ne représente même pas 2 tiers du PIB américain. Mais si je regarde la vitesse à laquelle la Chine rattrape l'économie américaine et les États-Unis, il y a vraiment à être alarmé de cette rapidité, de cette accélération du rattrapage de la Chine aux États-Unis. C'est clair? Oui, monsieur. Ok, donc c'est... Et les Américains, bah, que ce soit surtout les décideurs, le gouvernement, ils sont vraiment très inquiets de, des contre-performances déjà de leur économie et surtout sont très, très, très inquiets de la rapidité avec laquelle la Chine rattrape son retard et rétrécit son écart vis-à-vis des États-Unis. Hein, il y a même des experts qui parlent du piège de Thucydide. Le piège de Thucydide, je ne sais pas si on en a parlé déjà, mais c'est la situation qui consiste à ce que lorsqu'il y a une puissance dominante, il y a une puissance en avenir, en devenir, et donc toujours en fait selon cette analyse de Thucydide, la puissance dominante cherche à empêcher, à entraver la puissance montante, la puissance en devenir, d'atteindre, de la rattraper. Ben, c'est ce que les Américains cherchent à faire depuis Trump et même avant Trump, parce que Trump, il n'est pas très différent de ses prédécesseurs, de Obama, etc. Mais sauf que lui, en fait, il avait une communication un peu différente. Il était plutôt franc. Il disait les choses telles quelles. Mais en fait, tous les présidents américains depuis Clinton ont compris que le danger, le principal danger des États-Unis, c'est la Chine. Et du coup, en fait, là, il y a une rivalité qui commence vraiment à prendre la forme de guerre commerciale pour le moment. Mais il y a des risques, selon l'analyse de Thucydide, que cette rivalité, cette confrontation se transforme en affrontement militaire. Oui? J'ai une question. Pourquoi les gens disent que la stratégie que la Chine adopte ne va pas être efficace au Maroc, vu qu'ils adoptent la même stratégie dans leur début de construction de leur économie? La Chine a encouragé les investissements étrangers. Et c'est la même chose pour le Maroc. Oui. Monsieur? C'est quoi la question? Pourquoi on dit maintenant, on dit que le Maroc ne va pas réussir avec cette stratégie-là, d'encourager les investissements étrangers? C'est pas très comparable le Maroc avec la Chine. La Chine, c'est un pays continent. Hein, c'est une superficie qui doit être 100 fois la superficie du Maroc, avec une population, je ne sais pas, il faut faire le rapport entre 1 milliard 500 millions et 34 millions. Donc, c'est vraiment pas comparable comme modèle, le Maroc et la Chine. Mais la Chine, en fait, tout en drainant les investissements, c'est un modèle vraiment particulier.
Donc, il y a des spécificités qu'a la Chine que ne pas le Maroc. Ben, c'est le territoire, la population et surtout, en fait, la culture. C'est-à-dire que euh, euh, la Chine, c'est Monsieur, très, très particulier comme modèle, hein, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on peut calquer ce modèle et l'appliquer ailleurs, parce que vraiment, elle est très, très, très spéciale à plusieurs points d'égard. Hein. La Chine, c'est vraiment un pays qui est en train de faire des performances, mais tout en étant vraiment un pays vraiment où il y a la dictature, il y a un parti unique, c'est parmi les rares pays où il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas d'élection, etc., et qui pourtant arrivent à réaliser des performances économiques. Donc, je ne pense pas qu'on peut assimiler le modèle chinois pour un autre pays, en fait, parce que c'est très, très, très spécial et très, très singulier le cas chinois. monsieur, Oui, monsieur, je voulais juste ajouter qu'en premier lieu, la Chine, pour qu'elle puisse évoluer, avoir un taux de croissance très élevé, oui, elle avait opté pour le protectionnisme. Et pourquoi cela? Parce qu'à la base, elle avait une autosuffisance grâce à la démographie qui dépassait 1 milliard oui, en 1950-1960. Donc il y avait une autosuffisance et elle n'avait pas besoin de commerce extérieur pour remplir plus ou moins des carences économiques. oui, Et après cela, bien sûr, il y avait entre autres un parti communiste, oui, mais qui s'est de plus en plus, après avoir établi une économie ou une base économique assez forte, oui, ils ont commencé à se lancer ou à prôner le libre-échange ultérieurement. Mais à la base, pourquoi le Maroc? Je pense que si le Maroc voudrait adopter le système économique ou le système ou la trajectoire ou l'histoire de la Chine, ça sera un peu difficile parce que premièrement, comme vous avez dit, monsieur, dans un plan culturel, il y a une grande différence. Et en deuxième lieu, si elle voulait même prôner le protectionnisme pour qu'elle puisse avoir cette base et pour avoir une autosuffisance, ça sera pas faisable parce qu'on est plus un pays qui, premièrement, a une démographie qui ne dépasse pas 36 millions, 34 millions, je pense, oui, à peu près, oui. contrairement à la Chine qui dépasse 1 milliard, chose qui est Ils très, sont 1,6 milliard. très énorme. Oui. Donc, il n'y aura pas d'autosuffisance et on aura même un déficit encore plus. Donc, on pourrait jamais comparer la Chine ou la Chine au Maroc. On pourrait Oui, même comparer l'Inde à la Chine, mais pas le Maroc à la Chine, c'est un peu difficile. oui, oui, On pourrait voir oui. d'autres systèmes économiques qui se sont développés et euh, je pense tels que l'Allemagne et autres. Je pense qu'il faut revoir d'autres systèmes, Bien sûr. d'autres Donc, modèles de développement. c'est pour ça que je dis que c'est vraiment difficilement assimilable à d'autres modèles. La Chine a tellement de particularités, de singularités par rapport au reste du monde qu'il est impossible quasiment de comparer, d'adopter son modèle et l'appliquer à d'autres pays. Notre question? Mais d'ailleurs, on dit Monsieur, ça comme ça parce que euh, la Chine, vraiment, je ne sais pas déjà que c'est un modèle pour lequel il y a beaucoup de gens qui veulent s'inspirer parce que, comme j'ai dit, la Chine, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'élection, il y a un parti, donc même le président est élu par les membres du Parti communiste, donc il y a la peine de mort, enfin, il n'y a pas l'accès à Internet, etc. Je ne pense pas que ça serait vraiment un modèle qui fait rêver. Hein, mais après, je ne sais pas, chacun choisit. Si on préfère la performance économique à la liberté humaine, bah, ça c'est notre histoire. monsieur, j'ai une question, mais c'est un peu. On va s'éloigner plus ou moins du cours de Oui, l'économie internationale. On va parler d'économie oui. intercontinentale. Monsieur, je voudrais juste savoir, est-ce que vous pensez que ce qu'a fait le Maroc avec je dirais, le pacte, et je dirais pas un pacte, mais les relations commerciales entre le Maroc et l'Israël ne vont pas créer ne vont pas créer des conflits je dirais pas intercontinental, mais interpays, je dirais, le Maroc et d'autres pays confrères Enfin, tels que qui, par exemple?
Bah, déjà, par exemple, les Émirats, bah, déjà pour le moment, le Maroc n'a pas encore signé de partenariat commercial avec Israël. Pour le moment, c'est une normalisation des relations diplomatiques, hein, c'est sur un plan politique. Sûrement, dans les mois qui viennent, il y aura peut-être la conclusion de quelques accords commerciaux. Mais je pense que le problème de l'économie marocaine, c'est que quel que soit le partenaire, Israël ou autre, donc enfin, signer des accords de libre-échange n'est pas profitable à l'économie marocaine vu la situation des entreprises marocaines. C'est-à-dire que ces dernières années, on n'a fait que signer des accords de libre-échange avec des pays puissants comme les États-Unis, comme l'Union européenne avant, des pays enfin de niveau de développement intermédiaire comme la Turquie en est perdant, ben, des accords de libre-échange avec les pays arabes comme la Jordanie, l'Égypte et la Tunisie, c'est-à-dire des pays qui ont le même niveau de développement, voire moins, et pourtant, c'est-à-dire qu'en termes de rapport balance commerciale, on est perdant. C'est-à-dire qu'on a toujours une balance commerciale déficitaire vis-à-vis de tous les partenaires avec lesquels on a signé des accords de libre-échange. Donc, je pense que si jamais il y aura des accords de libre-échange avec Israël, bon, ça serait au dépend de notre balance commerciale. Mais peut-être il y aura d'autres aspects parce qu'on parle des accords de libre-échange, ça ne concerne pas que le libre-échange, c'est-à-dire le commerce extérieur, mais ça commence aussi les investissements, etc. Donc, il faut faire vraiment un bilan plus global. Mais pour le moment, il n'est pas encore question, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y aurait en fait des accords de libre-échange et si oui, quelles sont les natures et les aspects de cet accord de libre-échange éventuel. Après, les autres pays arabes, ils seront contents ou mécontents. Là, je pense que c'est leur problème. Là, chacun pense à ses propres intérêts. Ben, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, etc., et l'Égypte avant ont signé des accords de libre-échange et des accords de partenariat avec Israël. Donc, si le Maroc pense que son intérêt est de signer des accords avec Israël, c'est son droit. C'est-à-dire que les autres n'ont pas vraiment à protester une décision qui ne le regarde pas finalement. Je comprends, merci monsieur. Ouais. Alors, donc, revenons à justement cette rivalité. Donc, pour le moment, elle débouche sur une rivalité économique, une guerre commerciale économique. Donc là, ces dernières années, les États-Unis ne cessent d'augmenter les droits de douane sur les produits chinois, hein, justement parce qu'ils ont constaté qu'ils sont très, très déficitaires en termes d'échange avec la Chine. Et surtout, en fait, les Chinois sont en train de prendre les marchés américains, y compris à l'intérieur des frontières américaines. Et en matière technologique, bah, par exemple, Google et Apple, en fait, les leaders mondiaux dans leur secteur sont concurrencés sérieusement par Huawei, l'opérateur téléphonique chinois. Et donc, justement, pour mettre à genoux cet opérateur, bah, les États-Unis, avec la complicité des grandes entreprises américaines, Google et Apple, bah, ils ont interdit l'accès des territoires américains aux géants chinois en arguant que l'entreprise chinoise est une entreprise qui espionne les personnes et les entreprises. Et du coup, en fait, on cherche vraiment à mettre à genoux hein, la concurrence de Huawei. Donc, voilà, donc la guerre a commencé. Donc, pour le moment, c'est des mesures commerciales hein, et concernent aussi les entreprises concurrentes. Mais après, on ne peut pas savoir exactement quelles seraient les armes qui seront utilisées par les Américains et les Chinois dans les années à venir si on n'arrive pas à trouver un compromis entre Américains et Chinois. C'est clair pour tout le monde? C'est bon? Alors, donc ça, c'est un point très, très important. Ben, là, cet début de déclin ou de régression des États-Unis, c'est vraiment un fait majeur des relations économiques internationales qui va avoir des conséquences importantes sur le commerce international et sur les relations économiques internationales dans les années à venir. Donc, ça, c'est vraiment un fait saillant, un événement
centrale des relations économiques internationales. Autre événement et autre constat structurel qui concerne les relations économiques internationales, c'est qu'on est en train de comprendre finalement que la mondialisation n'était pas vraiment un espoir, hein, parce qu'on a dit que dans les années 70-80 que la mondialisation c'était formidable, ça permettrait de réduire la pauvreté et aider les pays à se développer, surtout les pays pauvres, de réduire les écarts en matière de progrès technique, en matière de richesse, etc., entre les riches et les plus pauvres. Mais force est de constater que les résultats sont décevants, c'est-à-dire que l'accélération de la mondialisation n'a pas engendré ces effets bénéfiques que ce soit sur l'économie en développement et même à l'intérieur des pays développés riches. C'est-à-dire que même à l'intérieur des pays riches, il y a beaucoup de mécontentement. Pourquoi? Parce qu'il y a une population, surtout la population des ouvriers, etc., qui ont perdu leur emploi à cause des délocalisations. Ils commencent à décréer la mondialisation. Ils sont vraiment très, très en colère contre les conséquences de la mondialisation. À leurs yeux, la mondialisation les a fait perdre leur emploi. Et donc là, si on regarde aussi les chiffres, parce que ce sont toujours les chiffres qui disent une part de la vérité, peut-être pas toute la vérité, mais il y a une part de la vérité. C'est-à-dire lorsque on compare l'évolution des richesses ces dernières années, depuis les années 80, lorsque le mouvement de la mondialisation a atteint sa vitesse de croisière, c'est qu'en fait, on est en train de constater que ce sont une minorité, hein, qui tire profit de la mondialisation. C'est-à-dire que 1% des gens, des personnes qui ont les revenus les plus importants, captent plus de 20% de la croissance mondiale. C'est-à-dire que les fruits de la mondialisation sont accaparés par une minorité infime de personnes. Ce sont les multinationales qui ont tiré profit de la mondialisation aux dépens des peuples. C'est bon, c'est clair? Oui, monsieur. Ok. Donc là, justement, on va voir les FMN, les grands gagnants de la mondialisation. La preuve à l'appui, vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un message qui s'affiche que j'ai une connexion faible. Donc, si jamais en fait ça serait le cas, je peux recommencer parce que moi je parle, peut-être vous ne m'entendez pas parce qu'il y a une coupure de connexion. N'hésitez pas à me le signaler, comme ça je reprends. Donc, je parlais justement que la mondialisation a plus profité aux multinationales en regardant les chiffres. Donc là, en fait, c'est les 16 sociétés, les plus grandes sociétés en termes de capitalisation boursière. Regardez la capitalisation boursière de chacune de ces multinationales. Ce sont des chiffres qui donnent le tournis. C'est vraiment des sommes faramineuses. Capitalisation boursière, vous savez ce que c'est? Non, monsieur. La capitalisation boursière d'une société, c'est en quelque sorte ses actifs financiers, c'est le nombre d'actions, hein, multiplié par le prix de l'action. Donc, pourquoi? Parce qu'on ne parle plus de capital, parce que ça n'a pas de sens. Le capital, c'est un peu figé, alors que la valeur des actifs d'une société sont mesurés à la bourse et sont variables selon les cours de l'action chaque jour. Et donc, la capitalisation boursière, c'est vraiment le véritable indicateur d'évaluation des grandes sociétés. Donc, c'est le nombre d'actions multiplié par le cours unitaire de chaque action. Et donc là, c'est vraiment des chiffres vraiment faramineux. Par exemple, si vous voyez Apple, il vient en deuxième rang, donc sa capitalisation boursière s'élève à 1967 milliards de dollars. C'est un chiffre faramineux. C'est par exemple 10 fois le PIB du Maroc en 2019. Hein? Donc une entreprise qui fait mieux qu'une économie moyenne. Donc on va voir ici, on va sommer la capitalisation boursière des principales multinationales. On va les classer juste derrière la Chine en termes de PIB. Donc pour vous dire que avec leur poids économique, ces entreprises, ces multinationales, commencent à diriger
plus que les politiques à l'économie mondiale. Donc, c'est-à-dire s'il y a un acteur qui décide et qui a le dernier mot en termes de relations économiques internationales, ce ne sont plus les gouvernements, hein, les élus, mais ce sont les multinationales. Et on peut le comprendre à travers leur poids, hein, et leurs moyens financiers qui sont gigantesques, qui dépassent les moyens des États. Il y a ce qu'on appelle le groupe. Monsieur, quelle est la première entreprise? C'est Aramco, c'est l'entreprise, elle est saoudienne, hein, son capital est majoritairement détenu par l'Arabie saoudite, par l'État saoudien. Mais en fait, c'est tout simplement parce que c'est grâce au gisement de pétrole, hein, et de gaz. Hein, c'est-à-dire que sa capitalisation boursière est la plus importante. Ben, on peut le comprendre, c'est tout le pétrole de l'Arabie saoudite qui est évalué dans cette entreprise. Donc, il y a Aramco, Merci, il y a Apple, Monsieur, il y et a quelle est Microsoft. l'activité? Oui, Monsieur, quelle est l'activité? Est-ce que vous avez des informations par rapport à l'activité de cette entreprise? Aramco, Oui, monsieur. c'est une entreprise pétrolière, hein, de l'exploitation. Oui, je vois. Donc voilà, c'est pour cela. Mais sinon, on pourrait s'étonner d'avoir une entreprise saoudienne au premier rang de capitalisation boursière, mais c'est le pétrole, c'est tout le gisement de pétrole qui est évalué. Donc c'est pour cela qu'il arrive en premier. Donc les GAFA, vous avez entendu parler des GAFA. Les GAFA, c'est les grandes entreprises américaines. Google, vous connaissez chacune de ces 4 entreprises, Apple, Facebook et Amazon. Hein? Donc on parle aussi de GAFAM parfois, si on inclut Microsoft au groupe des 4. Ce sont le symbole de la mondialisation de l'économie et de la mondialisation contemporaine. Donc, si on accepte Facebook, hein, les 4 autres sociétés, donc chacune de ces 4 sociétés, c'est plus de 1000 milliards de dollars, la capitalisation boursière. C'est-à-dire que toutes ces 4 sociétés, leur capitalisation boursière, c'est si je compare par rapport au Maroc, c'est 10 fois le PIB du Maroc. Hein. Donc, par exemple, si on cumule la capitalisation boursière des 5 multinationales, de ces 5 multinationales, elle dépasse par exemple le PIB du Japon, le PIB de l'Allemagne, le PIB de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie. Hein. Donc, c'est-à-dire que la capitalisation boursière, c'est juste après le PIB chinois en termes de valeur. Hein. Donc, ils sont classés 3e avec un cumul de 4 250 milliards de dollars. On a vu tout à l'heure que la Chine a un PIB de à peu près 13 milliards et les États-Unis 20 000 milliards. Donc, en fait, la capitalisation boursière de ces 5 grandes multinationales les place au 3e rang, juste derrière l'économie chinoise. Donc, ils sont devant le Japon, devant l'Allemagne. Donc, c'est vraiment très, 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 très fantastique comme situation où des sociétés, leur valeur dépasse toute la production, toute la richesse produite par un État et pas n'importe quel État, des États économiquement très, très développés comme l'Allemagne ou comme le Japon. C'est clair? Oui, monsieur. Donc là, le problème, c'est que pourquoi on parle de ces entreprises en des termes un peu connotés? C'est parce que finalement, ces entreprises ne payent pas suffisamment d'impôts, c'est-à-dire ils ont une capitalisation boursière importante, c'est parce qu'ils réalisent des chiffres d'affaires très, très, très importants, mais malheureusement, ils ne payent pas suffisamment d'impôts, c'est-à-dire les PME et les TPE payent, ils font des petits profits, ils payent, je ne sais pas, un tiers de ces profits sous forme d'impôts à la société. Ces entreprises, malheureusement, ces GAFA et ces GAFAM ne payent pas l'équivalent de leurs bénéfices en impôts. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont tellement puissantes, ils arrivent à travers des montages financiers à échapper, à s'évader à l'impôt. Hein? Donc, par exemple, en France, c'était l'année dernière, on a constaté que ces GAFA réalisent des chiffres d'affaires très, très importants, que ce soit Google, Facebook et Amazon.
ils réalisent des chiffres d'affaires très, très importants sur le marché français, sur le territoire français. Et donc, le gouvernement français a décidé d'instaurer une taxe non pas sur le résultat, parce que justement, ces entreprises étaient très, très habiles, ils arrivaient à s'échapper à travers des montages financiers, à payer l'impôt sur les sociétés. Ben, qu'est-ce qu'on a dit en France? Ben, on a dit qu'on va les imposer sur leur chiffre d'affaires réalisé sur le territoire français. Donc voilà, le gouvernement a décrété cette taxe, mais sauf que cette taxe n'a pas été appliquée. Pourquoi? Parce que c'est le président américain euh, Trump qui a menacé la France de représailles commerciales, hein, un effet de rétorsion s'il ne retire pas cette taxe. C'est-à-dire que si cette taxe sera appliquée, ben, les États-Unis vont augmenter les droits de douane sur les produits français sur le marché américain. Et du coup, en fait, la France a fini par retirer cette taxe GAFA. Hein? Alors, pire encore, par exemple, c'est-à-dire que ces entreprises s'en foutent totalement des États et des gouvernements et sont en train de créer leur propre monnaie. Donc, par exemple, Facebook, ils sont déjà lancés dans la création de Libra, hein, le blockchain, c'est la monnaie relative à Facebook, et peut-être dans les quelques années à venir, les autres entreprises vont faire pareil, c'est-à-dire ils vont créer leur propre monnaie. C'est-à-dire que non seulement on ne paye pas l'impôt et on risque aucune sanction, mais on est en train de forger, Facebook est en train de le concrétiser à créer notre propre monnaie. Donc, pour vous dire que l'influence et l'emprise de ces multinationales va au-delà de l'économique, et que ça devient plus que politique. C'est-à-dire que les États sont incapables à dire quoi que ce soit, à sanctionner ces FMN, et même là, en fait, ils sont en train de prendre toutes les prérogatives qui restent à l'État en tant qu'institution, c'est-à-dire la fiscalité et la monnaie. Donc, ils ne payent pas l'impôt et en plus, ils veulent créer leur propre monnaie. Donc, pour vous dire que ce sont vraiment des entités très, 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 très dangereuses, même sur la pérennité des États et de l'économie internationale dans sa globalité. Mais sauf que, en fait, l'affaire qui est un peu extraordinaire, c'est ces entreprises, ben, là, on l'a décréé parce qu'on a expliqué qu'ils ne payent pas l'impôt, qu'ils veulent créer leur propre monnaie. Après tout, pourquoi pas? Mais ils sont très sympathiques. Pourquoi, à votre avis, ils sont sympathiques dans la population et dans l'opinion publique? Parce que Facebook, c'est sympathique. Ben, chacun d'entre nous a un compte Facebook, chacun utilise les moteurs de recherche de Google, hein, Amazon, etc. C'est des entreprises très, très sympathiques, tout simplement parce qu'ils sont gratuites. Google, c'est-à-dire que c'est un moteur de recherche sympa, il permet de faire des recherches, d'aller sur YouTube, de lire des livres, etc., gratuits, etc. Mais c'est quoi quelle est la stratégie de ces entreprises, justement? Pourquoi c'est gratuit, à votre avis? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi ces entreprises, que ce soit... Monsieur, Oui? monsieur, parce qu'en fait, les utilisateurs sont un petit peu... Les données des utilisateurs sont en fait une sorte de revenu pour les Ouais. entreprises. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un Monsieur, adage. car il récupère data, Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les data. les data, les quantités mastodontes d'informations de leurs utilisateurs, et sachez-le, c'est-à-dire que si jamais en fait on vous propose un produit ou un service gratuitement, ben, il faut penser, il faut être sûr que le produit, c'est pas ce qu'on vous propose, offre gratuitement, ben, le produit, si vous-même, et d'ailleurs c'est ce qui se passe avec Facebook et avec Google, c'est-à-dire que c'est gratuit, mais le produit, le réel produit, c'est pas ces services-là, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est gratuit, c'est parce que ces entreprises vendent nos données personnelles aux publicitaires. Et du coup, en fait, ils font de l'argent sur le dos des utilisateurs. D'autres questions? C'est bon? Je pense qu'il y a une question. Non, il n'y en a pas.
Alors, troisième fait marquant, c'est que les institutions internationales instaurées à l'occasion de Bretton Woods, ben, ils sont vraiment en train à s'essouffler progressivement, que ce soit l'OMC. Ben, l'OMC est plus récente que le Fonds monétaire international, mais ces institutions mises en place pour réguler l'économie mondiale ont montré toute leur incapacité à le faire. Donc l'OMC, à titre d'exemple, c'est une organisation qui était censée réguler le commerce international. Ben, depuis 2019, l'organe le plus important de l'OMC, ce qu'on appelle l'agent, l'ORD, l'agent de règlement des différends, est bloqué. Son fonctionnement est bloqué tout simplement parce que les États-Unis s'opposent à la nomination des commissaires qui siègent au sein de ce ORD. C'est-à-dire que l'organe le plus important qui tranche dans les différents commerciaux est en état d'inertie à cause des États-Unis. Les États-Unis sanctionnent l'OMC parce qu'il a rendu des sentences à l'encontre des intérêts américains à l'occasion des différents des litiges commerciaux avec la Chine, avec les États-Unis, puissance mondiale. Ben, ils se sont vengés sur l'OMC en paralysant le fonctionnement de l'ORD, l'organe de règlement des différends. Et du coup, là, toute l'OMC est en panne actuellement. Le Fonds monétaire international, c'est toujours les mêmes critiques qu'on a formulées la dernière fois. Ben, le Fonds monétaire international avait entre autres mission d'aider les pays en développement à se développer, à finir avec la pauvreté, etc. Mais le bilan des interventions du Fonds monétaire international dans ces pays-là, c'est un échec total, un fiasco même. C'est-à-dire que depuis les années 70-80, les États solides du Fonds monétaire international ont mis en place des plans d'ajustement économique, etc. Le résultat, c'est toujours la même situation, si ce n'est pas pire. C'est-à-dire que si je prends l'exemple marocain, on a mis en place le PAS en 83, hein, sous les recommandations du Fonds monétaire international. On était très endettés à l'époque, hein, et on a fait tout ce que le Fonds monétaire international nous a dicté en termes de libéralisation, de désengagement de l'État, de privatisation, etc. Mais si je compare la situation du Maroc aujourd'hui, ben, ça n'a guère changé par rapport à celle de 1980. C'est-à-dire que finalement, c'est un échec total hein, de ces politiques recommandées par le Fonds monétaire international, que ce soit pour le Maroc ou d'ailleurs pour tous les pays en développement. Donc, en fait, ces institutions ne servent à rien. Et donc là, vraiment, c'est aussi une des raisons de dysfonctionnement des relations économiques internationales actuelles. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, qu'est-ce qu'il faut justement? Donc, mais après, je ne pense pas que ça soit facilement applicable. C'est-à-dire que pour vraiment réguler l'économie internationale et pour justement chercher le bien commun de toute l'humanité, il faut une gouvernance mondiale. C'est-à-dire que ce n'est pas les puissants, les Américains et les Européens qui décident et qui définissent les règles du jeu, mais il faut une gouvernance mondiale où tout chacun obéit au règlement qui va dans l'intérêt collectif, l'intérêt de tout le monde. Mais malheureusement, je ne pense pas que les pays riches soient d'accord avec cette gouvernance mondiale. Ben, ça ne les arrange pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils ont bâti leur puissance sur justement l'influence hein, sur l'économie internationale. Et donc voilà en fait par rapport à notre cours, donc on a fait le tour là, hein, donc on est arrivé au point nommé, hein, donc à la fin, à la conclusion. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser. C'est ce qu'on a terminé le cours de l'économie internationale. Oui, tout le programme. Là, vraiment ça c'est la conclusion générale, c'est bon. Donc, je serai la semaine prochaine, je serai à l'école, donc si vous voulez venir, si vous aurez des questions, de toute façon, je serai présent moi.
C'est donc la semaine prochaine, ce sera une semaine de questions et Oui, si vous d'ambiguïté par voulez, rapport à tout si le programme de vous aurez l'économie des questions, internationale. oui, par rapport à C'est comme l'examen, ça? justement, et d'ailleurs, je vais justement vous parler un peu du contrôle et de l'examen. Donc là, par exemple, ça c'est un contrôle, je ne sais pas si c'était le vôtre ou un des contrôles fait avec un des groupes de cette année. C'est-à-dire que j'ai corrigé, je ne sais pas, deux ou trois groupes. Ah, parfois, c'est-à-dire que les réponses, ça laisse à désirer. C'est-à-dire qu'on vous pose une question précise et vous vous donnez des éléments de réponse qui n'ont aucun rapport avec la question. Croyez-moi, c'est-à-dire que parce que j'ai compris que certains pensent que je ne lis pas les réponses, mais franchement, je lis ligne par ligne les réponses. C'est-à-dire si vous ne savez pas, ce n'est pas le fait de vous aller remplir la page que vous aurez une note. Ça ne changera rien. Je lis vraiment attentivement, etc. C'est-à-dire si on vous pose la question, comprenez bien la question et vraiment allez à l'essentiel. Que par exemple, voilà par exemple un exemple de question, ça c'était posé à un des groupes, je ne sais pas lequel. Donc présentez brièvement la théorie de cycle de vie de Vernon. Donc rapidement, donc selon Vernon, l'avantage comparatif est construit grâce à l'innovation. C'est bien. Chaque produit exporté passe par un processus en 4 étapes et donc là, je énumère les 4 étapes rapidement en une phrase et voilà, donc c'est parfait comme question. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de s'étaler, de faire un détour, ce n'est pas demandé et ce n'est pas du tout conseillé. Allez à l'essentiel dans les réponses. Hein? Donc, par exemple, ça c'est une première question. Une deuxième question, expliciter les hypothèses du modèle ricardien. Donc, on vous dit moins de lignes, ça veut dire que vous avez largement la possibilité de faire une réponse en quelques lignes qui respecte justement la limite indiquée de la réponse. Donc, voilà quelles sont ces hypothèses. Je ne suis pas obligé de dire, selon le modèle de Ricardo, l'avantage comparatif qui cherche à favoriser le libre-échange parce que les parties échangistes sont gagnantes dans net. Tout ça, en fait, je vous fais exemple de ne pas le faire. Ce n'est pas demandé, vous ne le faites pas. Donc voilà, vous citez rapidement quelles sont ces hypothèses. C'est un monde constitué par 2 pays. Chaque pays produit 2 biens dans un régime de concurrence. Hein. Donc un seul facteur de production qui est le travail est utilisé. Donc ce facteur de travail, de production, le travail est totalement libre, mobile à l'intérieur du territoire et totalement immobile à l'échelle internationale. Et je m'arrête là. Hein. Pour la troisième question, là c'était sous forme de tableau, donc après ça dépendra du groupe. C'est-à-dire que pour comprendre un tableau, il faut bien lire toutes les informations, surtout le titre et la source, parfois des informations importantes qui vous facilitent la réponse sont incluses dans le titre ou dans la référence. Par exemple, ici, compte tenu des facteurs de production, des importations et des exportations des États-Unis en 62. Donc les États-Unis, c'est révélateur. On a parlé de Leontief et le paradoxe de Leontief par rapport aux États-Unis. C'était dans les années 50 et c'est une étude qui porte sur les années 1960, sur l'année 1962. Donc, il y a des fortes chances que ça soit lié à Leontief. Et en effet, c'est-à-dire que si on analyse bien les données du tableau, donc vous avez trois colonnes et 5 lignes. Donc, première ligne, emploi, personne, année. C'est-à-dire que ça vous donne la décomposition des importations et des exportations selon le facteur capital et le facteur emploi. Donc, on est plein dedans la théorie des dotations en facteur de production. Et donc, là, en fait, le tableau explique justement, donc non seulement il confirme le paradoxe de Leontief, c'est-à-dire que c'est vrai, donc les exportations américaines comportent beaucoup plus d'emplois de travail que ces importations, ce que Leontief a constaté dans son analyse empirique. Il est confirmé par cette étude aussi. Mais cette étude va aller au-delà du constat. Ben, il explique pourquoi. C'est parce que, en fait, donc les exportations américaines comportent beaucoup plus de facteurs de travail. C'est parce que c'est un travail hautement qualifié, c'est un travail de scientifiques et d'ingénieurs. Et ce sont des gens qui ont fait une durée moyenne d'études très, très longue. Donc, c'est forcément, ça a un effet sur la rémunération et sur la valeur des
les exportations américaines. Donc voilà en fait comment il faut répondre. Et pour la troisième question, ben, ce n'est pas parce que il n'y a pas de limite indiquée à la réponse que je dois faire 2 ou 3 pages. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de quantité, ben, il faut vraiment donner tous les éléments nécessaires à faire une bonne réponse. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai déjà partagé Non, le support relatif à cette deuxième partie. Est-ce que vous l'avez eu? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord, parce que je l'ai envoyé au délégué. Donc, voilà. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? non, monsieur. Ok, donc je vous dis bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci, monsieur. Merci. Bonne Merci journée. à vous. Merci, monsieur. Monsieur. Merci, monsieur. Merci, au revoir.